La CEDEAO annonce la levée avec effet immédiat d'une partie des sanctions contre le Niger. Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé samedi, à l'issue d'un sommet extraordinaire, de lever une partie des sanctions contre le Niger, a annoncé à Abuja le président de la commission de l'organisation régionale. Les chefs d'État des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont décidé, samedi 24 février, de lever une partie des sanctions contre le Niger, a annoncé à Abuja le président de la commission de l'organisation régionale. La CEDEAO a décidé de lever avec effet immédiat les plus lourdes sanctions imposées au Niger depuis la prise du pouvoir à Niamey d'un régime militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet, a annoncé Omar Alieu Touré, le président de la CEDEAO. Des frontières et l'espace aérien nigérien seront rouverts, les transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger de nouveau autorisées, et les avoirs de l'État nigérien dégelés, pour des raisons humanitaires, a-t-il encore déclaré. Des sanctions individuelles et politiques restent en place, a-t-il ajouté sans donner plus de précision. Le président de la CEDEAO a également réclamé la libération immédiate du président nigérien déchu Mohamed Bazoum, détenu avec son épouse par le régime militaire depuis 7 mois. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, et également dirigés par des régimes militaires et sous le coup de sanctions de la CEDEAO, ne sont pas concernés par ces annonces. L'organisation régionale avait convoqué samedi un nouveau sommet extraordinaire pour discuter de la politique, la paix et la sécurité dans la République du Niger, a-t-elle annoncé la veille dans un communiqué, ainsi que les récents développements dans la région. Nous devons revoir notre approche quant au retour de l'ordre constitutionnel chez 4 de nos pays membres, avait déclaré en introduction le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, qui assure la présidence de la CEDEAO, en référence au Mali, au Burkina Faso, au Niger et à la Guinée. Ces sanctions ont durement éprouvé le Niger, pays sahélien où le taux de pauvreté extrême dépasse les 40% selon la Banque mondiale. La CEDEAO avait d'abord menacé le nouveau régime à Niamey d'une intervention militaire, avant de faire marche arrière. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui ont notamment tourné le dos à la France et se sont rapprochés de la Russie, se sont regroupés au sein d'une alliance des États du Sahel, AES, et ont annoncé en janvier leur intention de quitter la CEDEAO. Mi-février, le chef du régime militaire nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a évoqué la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali, comme une étape de sortie de la colonisation. L'annonce du retrait burkinabé, nigérien et malien de la CEDEAO suscite l'inquiétude de centaines de milliers de ressortissants de ces pays, particuliers et commerçants. La CEDEAO garantit en effet aux citoyens des 15 pays membres de pouvoir voyager sans visa et de s'établir librement dans les pays membres pour y travailler ou y résider. La dernière réunion des membres de la CEDEAO remontait au 9 février, date à laquelle ils avaient appelé à une réconciliation avec les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso, et les avaient exhortés à rester dans le bloc régional. La CEDEAO est également mise à l'épreuve par la crise politique que connaît le Sénégal depuis le report de l'élection présidentielle par le chef de l'État Macky Sall, mais ce sujet n'a pas été mentionné samedi. Le président sénégalais, qui n'avait pas assisté au précédent sommet, est cette fois-ci présent, 2 jours après avoir annoncé qu'il achèverait son mandat à l'expiration de celui-ci, le 2 avril, mais sans avoir fixé de nouvelles dates pour l'élection présidentielle. Le scrutin devait initialement se tenir le 25 février, mais le président Macky Sall l'a repoussé début février, plongeant le Sénégal dans l'une des pires crises politiques de son histoire post-indépendance, suscitant de vives préoccupations dans les rangs de la CEDEAO. Macky Sall tacle sévèrement la Sudio, la France et compagnie dans un entretien ce jeudi. Le président Macky Sall a dénoncé une campagne internationale qui vise à saper son image de démocrate, alors même qu'il, selon ses propos, a entrepris d'importantes actions pour la promotion des valeurs démocratiques depuis son élection à la tête du Sénégal. Depuis le report de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février au Sénégal, des réactions internationales, notamment celles de la Sudio, de la France et des États-Unis, ainsi que celles de l'Union africaine, se sont multipliées, mettant en garde contre tout acte anticonstitutionnel et appelant à l'organisation, le plus rapidement possible, de l'élection présidentielle dans le pays. Face aux journalistes ce jeudi 22 février 2024, le président Macky Sall s'est exprimé sur la réaction de la communauté internationale, qu'il n'a pas du tout appréciée. « Je l'accueille avec beaucoup de peine », a déclaré Macky Sall, qui dit ne pas comprendre pourquoi les partenaires internationaux ne sont pas venus sur place pour s'imprégner de la situation avant de la condamner, parce qu'à présent, a-t-il insisté, aucune loi n'a été violée au Sénégal. Pourquoi toutes ces campagnes de presse aux antipodes de ma démocratie, s'interroge Macky Sall, rappelant que c'est lui qui a proposé un amendement pour ramener le délai du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans et renouvelable une seule fois.
Mais pourquoi veut-on tout faire pour dire que le président veut s'accrocher au pouvoir, se demande encore Macky Sall, qui a dénoncé cette campagne internationale. Je suis un homme libre et un démocrate, et je dénonce toutes ces campagnes qui visent à déstabiliser mon pays, a martelé le chef d'État sénégalais lors de son entretien avec la presse. Macky Sall a également balayé d'un revers de main toute intention de briguer un troisième mandat, et a rassuré que le 2 avril 2024, il va terminer sa mission à la tête du Sénégal. La visite de Macron au salon de l'agriculture vire au chaos à Paris, sifflets, huées, bousculades. La traditionnelle visite du président français au salon de l'agriculture de Paris est souvent l'occasion d'une confrontation sans filtre avec le monde agricole, mais jamais au point de virer au chaos comme samedi lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Le contexte de grande colère des agriculteurs français laissait présager une visite compliquée, mais de là à imaginer des forces de l'ordre casquées et boucliers en main tentant de contenir des agriculteurs en colère, jamais je n'ai vu cela, a affirmé à l'AFP le secrétaire national du syndicat policier Alliance des CRS et ancien responsable de groupe de sécurité du président et du Premier ministre, Johan Cavaleiro. Quand on en arrive là, c'est que la situation est hors de contrôle, a ajouté ce connaisseur des visites de personnalités au salon. D'habitude, les forces mobiles sont déployées autour du salon, c'est le protocole pour le chef de l'État, c'est aussi le cas pour d'autres personnalités politiques comme le Premier ministre, a confirmé M. Cavaleiro. Tout a dérapé après 8 heures. Emmanuel Macron était dans une salle au premier étage du parc des expositions avec des représentants syndicaux agricoles. À ce moment-là, des agriculteurs d'un des syndicats agricoles majoritaires, la FNSA, et d'un autre syndicat, la Coordination rurale, ont forcé les grilles d'entrée, grilles gardées par la sécurité privée du salon, comme l'ont assuré à l'AFP M. Cavaleiro et 2 sources policières. Depuis plusieurs années, la responsabilité de la garde des grilles est confiée au personnel de sécurité privée, a affirmé le responsable Alliance des CRS. 4 compagnies de CRS, des policiers spécialisés dans l'encadrement des manifestations, étaient mobilisés depuis 6 heures du matin aux abords du parc des expositions, et 2 autres sont venus en renfort dans la matinée. Il y avait aussi des compagnies de gendarmes mobiles, 2 forces qui ont l'habitude de travailler ensemble dans les opérations de maintien de l'ordre. Il y a eu un loupé avec le franchissement des barrières d'entrée. Après, un peu tout le monde a fait du maintien de l'ordre à l'intérieur, et là s'est posé un problème de coordination entre les forces, analyse M. Cavaleiro. Samedi, il y avait des policiers en civil de la préfecture de police de Paris, des policiers de la CRS 8, l'unité spécialisée dans les opérations de lutte contre les violences urbaines, et d'autres CRS, des gendarmes mobiles, des forces de l'ordre à cheval. Les CRS avaient interdiction d'utiliser des gaz lacrymogènes à cause des animaux, ont affirmé à l'AFP plusieurs membres des forces de l'ordre. Pendant plusieurs heures, de façon intermittente, il y a eu des agriculteurs poussant violemment les forces de l'ordre, qui elles-mêmes les repoussaient vivement au milieu d'animaux en panique. C'est de la poussée, on ne peut pas faire autre chose dans un milieu clos tel que le salon, a expliqué le syndicaliste policier, ajoutant que si les policiers avaient mis leur casque, c'était pour se protéger des divers projectiles jetés par les agriculteurs. Jamais, en outre, une inauguration du salon par un chef de l'État n'avait été retardée de plus de 4 heures après l'horaire prévu, avec le hall principal, celui des animaux, fermé au public à l'ouverture. Samedi, la tension était à un niveau paroxystique, a résumé un habitué du salon. Un député belge dénonce le silence des gouvernements occidentaux face au massacre dans l'est de la RDC. Le président du Parti du travail de Belgique, Raoul Dou, a appelé les peuples africains à prendre leur destinée en main. Le président du Parti du travail de Belgique, Raoul Dou, a dénoncé jeudi le silence de la Belgique et des gouvernements occidentaux face au massacre dans l'est de la République démocratique du Congo, 5,4 millions de morts, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda, présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique ? Rien. Comment est-ce possible, a déploré le député lors d'une séance parlementaire jeudi. Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation, ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien, on n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien ? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce poids de mesure ? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui, s'est-il interrogé, avant de poursuivre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda, un accord sur la gestion durable des matières premières. Nous y sommes, le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre, voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas.
c'est le business et l'argent, parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, ce n'est pas du Rwanda que viennent ces diamants, tout ça vient de l'Est du Congo, a-t-il ajouté, s'adressant au peuple congolais et à l'ensemble des peuples africains. On le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur. Elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Aujourd'hui, vous pouvez croire en vos propres forces. J'ai envie de dire au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Lumumba, cette force du Congo justement. Pensez à Kwame Nkrumah, le panafricanisme qui doit être là, pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique.